Eh bien c'est parti, je range mon bureau, 23e épisode, le lendemain du double épisode 22, 22A et 22B. Et il reste pas mal de livres en fait à ranger pour diverses raisons que je vais expliquer. Plus de livres que je n'en ai vraiment lus d'ailleurs ces derniers temps. Mais j'ai aussi à ranger des livres, soit que je n'ai pas vraiment lus récemment, je vais expliquer pourquoi, soit que j'ai lu il y a un certain temps. Euh, voilà une pile quand même relativement fournie encore, et après ça commencera à aller mieux. Petite digression, petite parenthèse, je sais pas, est-ce qu'on fait une parenthèse avant d'avoir vraiment commencé, je ne sais pas. Petite digression liminaire alors, je ne sais pas. Ça fait 3 fois que je dis je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On a échangé avec Steven Corvez ce matin autour de sa dernière vidéo de pile à lire, de pile de livres à lire. Je vous conseille vraiment d'aller voir, de vous abonner à la chaîne YouTube de Steven Corvez. Ça s'écrit S-T-E-W-E-N, ça se prononce Steven. Et le patronyme c'est Corvez, qu'on peut prononcer aussi Corvée, C-O-R-V-E-Z. Voilà, et dans sa dernière vidéo, il a dit qu'il répétait beaucoup du coup, et je me suis fait la remarque, mais je m'étais déjà fait la remarque que c'était un tic de langage que j'avais, et que peut-être finalement il faudrait exorciser ça en faisant une vidéo dans laquelle pendant 2 minutes on ne répète que ça, donc je ne sais pas, je ne sais pas, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. C'était pas ça, la digression liminaire. Ça, c'est une parenthèse dans le début de la digression liminaire. Non, la digression liminaire, c'était qu'après la vidéo d'hier, je suis allé ranger les livres. Alors, je me filme pas encore en train de ranger les livres, parce qu'il faudrait tout un dispositif, et ça serait particulièrement fastidieux, et de toute façon pas intéressant, encore moins intéressant que les vraies vidéos. Je suis allé ranger donc, les livres dont j'ai parlé hier, et notamment celui d'Elisa Cheval du Sapin, Les Billes du Pachenko. Eh bien, j'ai pas du tout retrouvé Hiver à Sokcho, le premier roman d'Elisa Cheval du Sapin, dont j'ai parlé favorablement d'ailleurs au passage hier. Et donc, Hiver à Sokcho d'Elisa Cheval du Sapin, ben, je l'ai peut-être prêté, et je sais pas où il est. Bon, mystère, mystère total. Je le retrouverai peut-être. Autre élément dans cette digression liminaire, je voulais dire, puisque je parlais du fait de ranger les livres, le fait que ces vidéos, je range mon bureau, elles sont nées de la volonté de laisser une trace avant de se débarrasser ou avant de remiser sur les étagères les livres que je venais de lire. Donc la première vidéo, il y a 1 an et demi, c'était ça le point de départ. Je tourne un petit peu autour de ce travail dans la bibliothèque. Je suis là dans le double bureau bibliothèque de ma maison à Tours, mais comme dirait mon épouse, il te reste qu'à donner notre adresse. Je tourne autour d'une autre idée qui serait peut-être je mets le Wai dans ma bibliothèque, ou je mets la Arshuma dans ma bibliothèque, ou je, 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 je mets mes étagères de bibliothèque en bazar, plutôt une exploration qui serait à l'envers, c'est-à-dire en fait je me filmerais devant un devant un pan de bibliothèque, devant un bout d'étagère, et je sortirais en fait les livres et j'essaierais d'en parler selon mes souvenirs ou selon justement mon absence de souvenirs au sujet de ces livres. Donc ça pourrait être une exploration en miroir ou à l'envers. Bon voilà, des pistes, je parle, et pendant ce temps-là, la pile n'avance pas. Donc dans la pile, il y a d'abord 4 livres dont je vais essayer de me débarrasser, entre guillemets, assez vite. C'est 4 livres que j'ai achetés le week-end dernier, et donc je vais déjà les ranger, c'est peut-être bizarre. Je les ai achetés chez le bouquiniste d'occasion de la rue Colbert à Tours, le Bibliovore. Alors le Bibliovore, c'est assez amusant, on va dire, dans un certain sens, ou c'est assez singulier. C'est un bouquiniste qui s'est installé, qui était avant itinérant et qui s'est installé de manière permanente, je dirais depuis 1 ou 2 ans à Tours. Je ne pourrais pas bien dire parce que je passe pas tous les jours rue Colbert. Mais c'est très étonnant parce que c'est à ma connaissance un des très rares exemples de magasins qui n'était pas une librairie et qui est remplacé par une librairie. D'habitude c'est l'inverse, les librairies ferment et sont remplacées par de la téléphonie ou des boutiques de fringues, et bien là c'est plutôt le contraire. Alors le Bibliovore, c'est très curieux comme bouquiniste d'occasion, enfin, c'est assez amusant. Je lis ce qu'il y a écrit sur le marque-page que je vous montrais tout à l'heure. Grand choix de livres inclassables, rangés méticuleusement par ordre aléatoire. Voilà, 3 € pièce, 10 € les 4. Et donc voilà, donc j'en ai acheté 4. Le premier que j'ai acheté, et là c'est pas nettement moins drôle, c'est Dans le nu de la vie, un des livres de Jean Hatzfeldt sur le génocide rwandais. Alors j'ai lu ce livre il y a longtemps en fait, à Beauvais, dans mes souvenirs,
Est-ce que c'est possible? Oui, 2000. Donc je vivais encore à Beauvais à l'époque, et donc à la médiathèque de Beauvais, j'avais lu Dans le nu de la vie. Mais en revanche, je ne l'avais pas, je ne le possédais pas. Et donc voilà, ben, c'était l'occasion de l'acheter en collection de poche. Donc ça fait partie des recueils de témoignages. Jean Hatzfeldt, c'est un journaliste et écrivain. Il a compilé en fait des témoignages. Et c'est un livre courageux. Moi j'ai lu énormément de textes sur le Rwanda, sur le génocide rwandais, sur la tragédie rwandaise, des récits de l'intérieur ou des récits des récits écrits par des survivants comme Scholastic Mukasonga, bon, qui est assez connu bien sûr, mais aussi des récits écrits de l'extérieur, des textes soit fictionnels, soit poétiques, soit de type documentaire écrits par des écrivains, mais très souvent quand même par des écrivains africains extérieurs au Rwanda. Et Jean Hatzfeldt, c'est un des seuls, je trouve, européens, entre guillemets, qui a réussi à toucher juste et à trouver le bon équilibre avec ses livres de témoignages. Voilà, donc Jean Hatzfeldt. Jean Rousset, un autre Jean, Dernier regard sur le baroque. Alors Jean Rousset, c'est un peu des souvenirs d'Hippocagne Cagne, auteur de nombreux ouvrages sur l'esthétique baroque. Auteur, si mes souvenirs sont bons, de forme et signification. J'ai pas révisé avant de faire la vidéo, mais enfin voilà, c'est un critique littéraire, voilà, la littérature de l'âge baroque. Non, je confonds. Forme et signification, c'est pas lui. Tiens, c'est bizarre ça. Bon, je regarde du même auteur et je m'y retrouve pas en fait, bon, peu importe. Auteur, ah oui, c'est vrai aussi, leurs yeux se rencontrèrent, la scène de première vue dans le roman. Un texte vraiment que j'avais beaucoup aimé aussi à l'époque de mes chères et lointaines études. Et donc voilà, donc là c'est une série d'études qui va en fait, qui vont du théâtre au roman, théâtre du XVIIe siècle, théâtre du XVIIIe siècle, Rousseau, Goldoni, et puis progressivement il va vers le roman, vers Proust, Claude Simon, voilà, donc c'est un recueil d'articles un petit peu dont la structure où l'homogénéité n'est pas évidente, mais enfin j'en ai lu plusieurs, je l'ai vraiment parcouru assez vite, mais c'est un recueil vraiment intéressant. Livre que je n'ai pas lu et que je ne vais pas exactement ranger sur les étagères, mais dans le confiturier, parce que c'est un livre qu'on a acheté avec mon épouse plutôt pour elle, Les petites ironies de la vie, aux éditions Hachette, POL Hachette, en fait, donc c'est pas récent ça. Thomas Hardy, une traduction de Thomas Hardy par H. Boivin, on n'a que l'initiale, on ne sait pas. H. Boivin, on n'a pas le prénom. C'est une traduction qui date de 1979. Alors Thomas Hardy, moi j'ai eu toute une période Thomas Hardy, j'en ai beaucoup lu. Et Life's Little Ironies, ça me rappelle vraiment l'année 2000 ou 2001 peut-être, hein, un peu comme à la même époque où je lisais Hatzfeldt et où je faisais le commuting, enfin je faisais l'aller-retour entre Beauvais et Nanterre où j'enseignais à l'époque, l'université de Paris-X-Nanterre, et à la bibliothèque de section de langue vivante de Paris-X-Nanterre, j'ai emprunté pas mal de livres, comme ça, pour faire le commuting, et notamment j'avais lu beaucoup de Thomas Hardy, et notamment les nouvelles de Thomas Hardy, Life's Little Ironies, et je me rappelle vraiment ce recueil de nouvelles, j'avais beaucoup aimé, et comme mon épouse a pas mal lu de Hardy aussi, c'était l'occasion. Voilà, et le dernier livre que j'ai acheté au Bibliovore, c'est un autre livre dont j'avais entendu parler à sa sortie, ou peu après sa sortie, oui, enfin un petit moment après sa sortie en fait, dont j'avais connaissance mais que j'avais jamais eu entre les mains en fait, c'est les facsimilés chez Actes Sud, c'est la collection, que je retrouve le nom de la collection Les Originaux, dirigée par Pierre Lartigue et Jacques Roubaud, et donc c'était chez Actes Sud Papier, et ce sont des facsimilés de recueils de poésie, je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de numéros, il y a eu beaucoup de publications dans cette collection-là, je ne sais pas si ça a vraiment touché un public. Ce sont des facsimilés de recueils de poésie, méconnus, tombés dans l'oubli, etc. Et donc là, en l'occurrence, ce sont les poésies de David Duperron. Alors David Duperron, c'est un peu un mythe parce que Roubaud en parle énormément, notamment sur le sonnet, dans l'anthologie Soleil du Soleil, mais pas seulement en fait. Et voilà, et donc c'est un peu un mythique. Alors dans les poésies, dans ce recueil de poésie, donc il faut vraiment voir,
ça se présente vraiment comme un facsimilé du livre imprimé d'origine, hein, donc voilà à quoi ça ressemble, sous la couverture actes sud papier, mais ensuite vraiment c'est un facsimilé. Et, et donc il y a beaucoup de traductions de textes religieux, d'hymnes, de psaumes de David, même je crois, Et ensuite, bon, c'est beaucoup des poèmes de circonstances, hein, au roi. Alors j'ai parcouru ça avec amusement un peu. Au roi pour ses étrennes, stance. Stance sur la venue du roi. Et c'est vrai que c'est une poésie très forte en fait dans sa structure, dans son langage, et très, qui interroge pas mal en fait. Ça c'est quoi? Ça c'est une traduction du livre 1 de l'Énéide de Virgile. Donc voilà, donc c'est un peu un mixed bag, c'est vraiment des miscellanées. Et je voulais vous lire, en fait j'avais mis des marque-pages à un hymne, l'hymne Vexilla Regis Prodeunt, et aussi le sonnet au bord tristement doux des eaux, je me retire. Ce vers est un des vers les plus connus, un des seuls vers connus de David du Perron. Il y a aussi le tombeau de Monsieur le Marquis de Magnolet qui est très beau, alors je ne sais pas très bien. Je voulais juste lire en fait un quatrain de la version de l'hymne Vexilla Regis Prodeunt, parce que ça m'a un peu turlupiné, je ne sais pas comment dire. Il parle en fait du crucifix, il parle du Christ sur la croix. Tige 3 fois heureux, dont le chef exalté soutient le juste prix du monde racheté et balance le corps qui mord ses bras déploie pour ravir aux enfers leur rapine et leur proie. Donc voilà, tige 3 fois heureux. Donc c'est le tige au masculin, en plus c'est vraiment un très beau quatrain. Je te salue, ô croix, seul espoir des vivants, en ces jours douloureux de larmes s'abreuvant, augmente au cœur des bons l'immortelle justice, et pardonne aux pécheurs leur mortelle malice. Voilà, donc ça c'est pour les 4 livres achetés au Bibliovore et que je vais ranger. J'ai consacré, je crois, la TSF, la traduction sans filet numéro 147, Zanesville, un livre de science-fiction, d'anticipation, un roman d'anticipation complètement fou et foutraque de Chris Saknussemm. Ça date de 2006 et je vais me contenter en fait de vous lire un extrait. Vous allez voir un peu de quoi il retourne. C'est le chapitre, j'ai pas, une fois de plus, je vais encore être en train de... Je pourrais en fait faire des montages de toutes les fois où j'ai dit du coup, et puis je pourrais aussi faire des montages de toutes les fois où je suis en train de chercher un truc vainement dans le livre. Voilà. C'est là, j'ai réussi à occuper, au moins à meubler un peu. C'est le chapitre 15 de la 4e partie Dark Harvest, et le chapitre s'appelle Painting the Town Red. Alors Painting the Town Red en anglais, je ne vais pas faire une traduction sans filet, mais ça veut dire, alors littéralement c'est peindre la ville en rouge, mais ça veut dire faire les 400 coups, faire la nouba, réveiller tout le monde, enfin voilà, faire une fête d'enfer, hein, voilà. It began with trouble with the giant Russell Crowe. It was first believed that the robot went rogue due to a programming error that confused its field response system, leading to an attack on the control blimp, which was forced to make an emergency landing on Harrison Ford Parade, killing a group of Golden Agers from Madison, Minnesota, the lutefisk capital of America. Crowe then went on to pick a fight with the Asami totem, but the building's defense system torched him in his tracks. Case closed, or so Vitesse thought. But almost as soon as the ambulance and fire crews had finished cleaning up, Combatron Control noticed that the giant Liberace was kicking the crap out of Elton John. The problem was neither machine was in use, they had simply come alive. Within minutes, emergency alarms were ringing as one by one the giant battle robots animated and left the hangar on the shore of Lake Mead or disengaged from their duels and began marching en masse for the city. Fire-breathing Tom Jones got Wayne Newton in a headlock and flung him into the Musicaland Dome. He then went on a spree, stomping stretch limos and sushi bars, boiling a couple of white elephants in the reflecting pool of the Taj Mahal before breaking off at the knees. The giant Dean Martin and Jerry Lewis hissy-fitted into the spinning lights of the Chanda wheel. Giant Frankenstein and Dracula caved in the bubble of fairy tale world, and Big Michael Jackson with huge glinting dark glasses and Big Woody Allen with huge glinting normal glasses chased hysterical children to the Grand Canal as terror gripped the megalopolis. Ça continue comme ça. Et bon, si ça vous a vraiment totalement échappé, c'est possible. Voilà, il y met...
Il imagine une société dans laquelle, évidemment, il y a des robots, tout est robotisé, et donc il y a des robots géants qui sont à l'effigie des grands acteurs. Donc voilà, il faut s'imaginer, voilà, bon, ça c'est vraiment le passage que je trouve le plus drôle, c'est Giant Liberace was kicking the crap out of Elton John, donc célébrité, pas seulement des chanteurs ou des acteurs, et donc il y a un Liberace géant qui est en train de mettre à la misère, de dégommer, de défoncer, je sais pas comment dire, kicking the crap out of, c'est-à-dire de battre à plat de couture, de défoncer, de défoncer la gueule, de se matcher la gueule d'un Elton John géant. Donc voilà, vous imaginez deux robots, Liberace et Elton John, à l'effigie de Liberace et Elton John en train de se battre, parce que en fait, ils étaient techniquement déconnectés, mais en fait, ils se sont réveillés d'eux-mêmes. Voilà, donc ça vous donne une idée. J'allais dire tout est comme ça, non, tout n'est pas comme ça. Mais beaucoup du livre est comme ça, je l'ai lu il y a 2 ou 3 ans, donc je ne pourrais pas même m'aventurer à raconter l'histoire qui est complètement échevelée et farfelue, mais voilà, Chris Knudsen, Zanesville, et ça va repartir, ça va partir sur les étagères. Pedro Casas de Fotis Kontoglou, je ne sais pas très bien comment il faut dire, aux éditions Kambourakis, dans la collection grecque des éditions Kambourakis. J'ai acheté ça un peu comme ça pas sur un coup de tête, mais en un hunch, je sais pas, sur un instinct rapide comme ça, chez mon libraire la semaine dernière. Et en fait, ça m'a pas du tout plu. Enfin, ça m'a pas du tout plu. C'est une exagération. C'est une espèce de Robinsonade. On nous présente. Alors moi, Fotis Kontoglou, je le connaissais pas du tout. C'est de toute évidence principalement un peintre. Donc c'est un des plus grands peintres grecs du XXe siècle. J'avoue humblement ne jamais en avoir entendu parler avant. Enfin, ma culture en matière de peinture grecque ou de Grèce contemporaine est voisine du zéro de toute façon. Donc, c'est pas un texte. C'est pas un texte inintéressant, mais c'est un texte dont j'ai pas vraiment compris ce qu'il apportait au mythe de Robinson. Voilà, ça me paraît être je vais être méchant, une énième Robinsonade, mais enfin voilà, j'ai pas été particulièrement impressionné. Je dois pas oublier de citer le traducteur, c'est traduit du grec et préfacé d'ailleurs par René Boucher, B-O-U-C-H-E-T. Et je vais quand même en lire un extrait, parce que, après tout, j'espère, au contraire, que moi, ça m'a échappé, mais que s'il y a une seule personne qui regarde cette vidéo et qui se dit, ben non, ça a l'air bien, en fait, ou juste vous allez vérifier, vous allez chercher sur le site des éditions Kambourakis, la notice de présentation de Pedro Casas, de Fotis Kontoglou, et si ça se trouve, vous allez l'acheter, et puis me mettre un commentaire en me disant, ben non, c'est très très bien, en fait. J'étais parti chasser, je m'étais assis près du chenal pour me reposer, quand je crus entendre plusieurs beuglements en même temps, comme si tout un troupeau de buffles avait mugi. Ils étaient parvenus à mon oreille assourdie comme sortis de la mer. Je restai là un long moment, mais sans plus rien entendre. Je reprenais le chemin de la maison quand, tournant par hasard la tête, je vis Ozo venir vers moi avec la démarche d'un homme ivre. Je ne lui adressai pas la parole. Je commençai à avoir peur de lui. Mais contre toute attente, il s'approcha de moi et me cria dans l'oreille d'une voix rude « Il faut que nous commencions à creuser dès demain, Vakagavro. Je ne peux pas faire ce travail sans toi. » Puis il serra les poings et marmonna quelques paroles que je ne pus comprendre. Son visage était agité de spasmes nerveux, comme l'encolure d'un cheval que pique une mouche. Il avait la lèvre pendante. Les veines de son cou, plus grosses que les doigts de mes mains, étaient si enflées qu'elles semblaient sur le point d'éclater. Que fallait-il en déduire ? Nous commençâmes à creuser le 27 octobre 1873. Depuis un jour ou deux, Osso avait soudain repris des forces et ce matin-là, il semblait tout ragaillardi. Quand nous eûmes franchi l'unique passage et fûmes arrivés à l'endroit que j'ai mentionné plus haut, il s'avança vers la droite et s'arrêta brusquement au pied du rocher, chargé d'une pelle, d'une pioche et d'une corde. Il jeta la corde à terre, enroulée comme elle était, et donna un coup de pioche au milieu du cercle qu'elle dessinait sur le sol, en poussant un faible gémissement. Puis il se pencha et traça un cercle d'une plus grande circonférence. Nous nous mîmes aussitôt au travail avec ardeur. Pedro Casas, Fotis Kontoglou, aux éditions Kambourakis, et c'est sorti en 2016. Traduction de René Boucher. Dernier livre que je vais avoir le temps de mentionner vraiment rapidement pour rester dans les 20 minutes. Gerald Durrell, Fillets of Place, un des livres inédits en français de Gerald Durrell. Alors Gerald Durrell, la raison pour laquelle je l'ai lu ou je le lis régulièrement, c'est parce que mon fils aîné adore en fait ce qu'écrit Gerald Durrell, et puis récemment on a un peu regardé aussi la série britannique The Durrells. Enfin moi j'ai juste regardé 2-3 épisodes, après ça m'a un peu saoulé. Voilà, donc Gerald Durrell, pas le temps de le présenter, je lui ai déjà consacré des vidéos de traduction, et ça c'est Fillets of Place. Et pour donner une idée du ton humoristique et finir là-dessus, the family doctor shook his head more in sorrow than in anger. Strain, he repeated, overwork and overworry.
What you need is 3 weeks in Abbotsford. You mean the loony bin? I asked. It isn't a loony bin. It's a highly respectable nursing home that specializes in nervous complaints, he said severely. In other words, a loony bin, I said. I thought that you would have known better, said the family doctor sadly. A loose, generic term, I said. Is it that sprawling Strawberry Hill Gothic edifice that looks like Dracula's castle, the thing straight out of Hollywood, on the way to Surbiton? Yes, that's the place. Well, I don't suppose that will be so bad, I said judiciously. I can nip up to town to see my friends and the odd show. You will do nothing of the sort, the family doctor interrupted firmly. Complete rest and quiet is what you need. Voilà, Fillets of Place, Gerald Durrell. Tiens, peut-être que je vais faire la